Salut à tous. Aujourd'hui, notre formation va se baser sur l'explication de certains tests fiscaux. En un, nous aurons les déductions. C'est-à-dire qu'il y a certaines charges que nous comptabilisons et que nous voudrions bien que ces charges-là puissent avoir de l'impact au niveau de la détermination des bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a des charges, lors de la détermination des bénéfices, on fait produire moins de charges et nous voulons que ces charges puissent impacter. Et des fois, lors d'un contrôle, il nous revient couramment qu'il y a certaines charges-là qu'on n'autorise même pas leur déduction. Nous allons voir l'article 18A9, la valeur des biens normalement amortissables, à condition que les prix n'excèdent pas 300 000 francs et que ceci soit inscrit en frais généraux. C'est-à-dire que tu as acquis peut-être un matériel informatique, un matériel roulant ou même un immeuble. Si son prix ne dépasse pas, deux fois dans les cas, c'est le matériel informatique. Si son prix n'excède pas 300 000 francs, il ne faut pas l'inscrire dans les biens amortissables, c'est-à-dire dans la classe 2, pour pouvoir appliquer ou faire l'amortissement sur ce bien. Lors d'un contrôle, ils vont te rappeler que le bien que tu as mis en classe 2 pour pouvoir appliquer l'amortissement, son prix ne dépasse pas 300 000 francs. Donc, mieux vaut l'inscrire en frais généraux, comme on le dit dans les charges, là, achat. Article 18 bis. On ne donne pas droit à déduction les paiements en espèces d'un montant supérieur à 250 000 francs et se rapportant aux charges suivantes. Frais généraux, à l'exclusion des rémunérations à titre de dépenses de personnel et de main-d'œuvre, indemnités de fonction, intérêts de toute nature, primes d'assurance, acquisition de biens et services. Ici, il a dit que si tu achètes quelque chose chez un fournisseur et que son prix est supérieur à 250 000 francs, mieux vaut payer par chèque ou virement bancaire. Si tu payes en espèces lors d'un contrôle, ils vont te redresser là-dessus parce que tu n'as pas respecté l'article 18 bis. L'erreur que d'autres comptables ou patrons commettent est qu'ils peuvent acheter un article ou un bien chez un fournisseur et on lui donne la facture, il est marqué dessus 1 million. Il dit comme l'article 18 bis ne m'autorise pas à payer en espèces un montant qui n'est pas supérieur à 250 000, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent comme cela, je vais payer les 1 million de manière échelonnée. Ils donnent 150 000, après 200 000, après 130 000, jusqu'à la fin. Et puis après, ça il paye par mois. Hein. Et puis après, quand on totalise, ça fait 1 million. Il a payé. Mais lors d'un contrôle, si la somme de tous ces montants qui ont été décaissés pour donner au fournisseur, si la somme égale au montant qui est sur la facture d'1 million, ils te diront que la somme de tous ces montants qui est payé de manière échelonnée là correspond à la même facture. Donc, ils vont te redresser là-dessus. Donc, il ne faut même pas jouer à ce jeu. Il faut dire à ton boss, on paye par virement bancaire ou par chèque. Parce que si on joue à ce jeu, ils vont nous redresser là-dessus. Imagine un peu, tu mets 1 million, et puis on te redresse là-dessus. Tu vois ce que ça fait si on applique le taux. C'est beaucoup plus les intérêts des retard et majoration. En deux, nous verrons les impositions, les régimes d'imposition. Ici, nous allons voir la TE et les RME. Parce qu'il y a plein de contribuables qui sont à ce régime, qui se plaignent et qui veulent des fois se comporter comme les contribuables qui sont au réel normal d'imposition. Article 78-2. Il a dit que lorsqu'un contribuable exploite simultanément dans une même localité ou dans des localités différentes plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chantiers et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise
ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime d'imposition supérieure correspondant. Ce qui signifie que la personne morale ou physique qui est au régime de soit la TE ou au RME, qui n'a pas droit à regrouper parce que c'est ce qu'ils font. Je dis que j'ai créé ma société ici à la TE et il fait de cette première entreprise son siège social. Il crée soit dans la même localité, mais dans une localité différente. Soit à Abidjan, il va créer à Boaké ou à Korogo, il va à Boasso, ou bien dans le même Abidjan là. Il crée un à Cocody, l'autre, il fait pour Cocody la siège social. Il va à Djamé, à Bobo, Yopougon, Tréville, et il va regrouper les autres là à Cocody pour dire que non, le Cocody, comme c'est le siège social, il regroupe tout au siège social de Cocody et puis paye. Non, ça c'est une erreur. Ils vont vous redresser là-dessus. Si tu es à la TE et que tu as créé 1000 sociétés, tu seras obligé de créer ou de déclarer ces 1000 sociétés-là différemment. Chaque société aura sa déclaration. C'est comme ça. Si tu veux pas, il faut aller aux impôts, changer de régime, c'est tout. Sinon, ils vont vous redresser là-dessus. 1000 sociétés différentes. À ce régime, vous aurez 1000 déclarations. C'est comme ça. Continuez toujours au niveau de l'article 83. Pareil encore pour les TE. Les contribuables soumis à la TE ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni à transmettre un droit de déduction au titre de cette taxe. Il y a des contribuables qui sont à ce régime et qui disent que comme mon activité me permet de facturer la TVA, je vais facturer. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu vas vivre les conséquences de ce que tu es en train de faire. Si tu connais que tu fais, trouve un moyen d'aller reverser. Ici aussi, on t'interdit même de déduire. Cela signifie que on ne fait pas TVA facturé moins TVA supporté. Toi, tu as droit à tous les contribuables qui sont à ce régime-là, doivent supporter la TVA. Donc, ce que tu as collecté là, il faut aller reverser. Si tu as collecté 1 million, tu as reversé le million. Si tu as collecté 800 000, tu as reversé les 800 000. Tu ne peux pas déduire ce que tu as supporté dedans. D'autres ne savent pas, ils vont subir ça. C'est dans ce sens-là qu'on fait cette vidéo-là. Pour permettre à certains contribuables qui sont à ce régime-là de pouvoir avoir l'information pour ne pas être trop redressé là-dessus. Article 71, 4 alinéa 2. Les dispositions des articles 78, 79, 81 à 84 du Code général des impôts s'appliquent mutatis mutandis au régime des micro-entreprises. Cela signifie que tout ce que nous avons dit précédemment concernant les contribuables qui sont à la TE, là, cela aussi est applicable aux contribuables qui sont au RME. S'ils ont 1000 entreprises, ils doivent déclarer chaque entreprise de manière distincte. Ils n'ont pas droit à facturer la TVA, ni à déduire, ni à admettre un droit de déduction aussi. Nous sommes maintenant au niveau du foncier parce qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs soucis. Article 62.g sont exempts de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, c'est-à-dire terrain nu. Tu n'as rien déposé sur ton terrain. Les terrains bornés concédés ou attribués durant l'année d'acquisition et les 2 années suivantes. C'est-à-dire que si tu achètes un terrain, tu as acquis un terrain, tu as 3 ans pour ne pas payer impôt à compter de l'année dans laquelle tu as acquis le terrain. Donc, si tu as acheté un terrain en 2024, tu payes impôt en 2024, tu payes impôt en 2025, tu payes impôt en 2026. C'est en 2027 que tu vas commencer à payer impôt. Voilà.
Article 169. Concernant le foncier, de même, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, ainsi que celles relevant de la TE ou du RME, sont tenues de prélever 12% sur le montant des loyers de l'ensemble des immeubles pris en location, sauf pour les immeubles loués par les intermédiaires visés à l'article 171, auquel cas seuls ces derniers sont soumis aux obligations du présent test. Ceux qui sont concernant l'article 171, c'est les gérants d'immeubles, les syndics, les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles particulières. Ce sont ces contribuables-là, en griffe, ces personnes-là qui doivent, eux-mêmes ne prélèvent pas parce que eux, leur gestion, c'est de gérer les biens des propriétaires et de payer les impôts à les places. Donc, ils ne sont même pas du tout concernés même par l'article 169. Mais les entreprises, c'est-à-dire que un contribuable, ceux qui sont au réel d'imposition savent, et ils savent ça. Mais un contribuable qui a la TE ou RME, qui est parti louer un local pour exercer ton activité. Lors du contrat de bail, là, il faut signifier au propriétaire que l'État me donne l'obligation de prélever 12% sur le loyer pour aller reverser. Pourquoi? Parce que, arrivé à un certain stade de votre activité, vous demandez une ARF. Et c'est à ce moment qu'ils vont vous coincer. Soit vous êtes à jour au niveau de votre activité, les impôts concernant votre activité. Mais au niveau concernant le foncier, comme vous n'avez pas respecté ces dispositions, on va vous coincer là-dessus. D'autres contribuables même se voient en train de payer ces acomptes de 12% là, alors qu'ils ont déjà donné tout le loyer au propriétaire et le propriétaire n'a pas payé. Donc, ces contribuables qui sont à la TE ou RME là, faites obligation ou même pression sur votre propriétaire parce que des fois il y a un conflit. Faites-le comprendre pour qu'il puisse vous laisser prélever les 12% pour aller reverser. Sinon, vous serez toujours coincé lors de la demande d'une ARF. Si le même propriétaire, il veut s'engager à payer, suivez qu'il va s'engager à payer. Mais l'idéal, appliquez ça. Faites-le comprendre. Prenez votre 12%, allez-y verser. Vous serez quitte lors d'une demande, d'une ARF. Il n'y aura pas de problème. Parce que même dans les dossiers à fournir, ce sont ces reçus des acomptes là qu'on va vous demander de mettre là-dedans. Nous sommes maintenant à l'article 177 alinéa 2. La déclaration est souscrite une seule fois au moment de l'acquisition de l'immeuble. Des déclarations complémentaires sont souscrites dans les cas suivants. Ici, deux fois, il y a des contribuables qui disent que c'est après qu'ils aient leur ACD qu'ils doivent venir déclarer les biens. Ici, là, une fois que tu as acheté ton terrain ou une maison, bon, la maison est différente, mais quand tu achètes un terrain, c'est là que deux fois vient les débuts. Quand tu achètes un terrain, il faut venir déclarer. On a déjà vu précédemment que vous êtes exonéré sur 3 ans. Mais vous venez déclarer. Parce que si tu viens déclarer, l'exonération court. Il ne faut pas attendre l'ACD. Tu viens ACD après, peut-être tu as 5 ans ou 10 ans pour faire ton ACD. Quand tu vas venir, ils vont te redresser sur les retards. On va voir cela une autre fois au niveau des livres des procédures fiscales. Et une fois que tu as fait la déclaration, si tu as eu à modifier certaines parties au niveau de ton immeuble, il faut venir faire des déclarations complémentaires. Au niveau de la modification de l'immeuble, il y a ici, modification de l'immeuble, soit c'est un terrain nu, tu as déclaré terrain nu, après tu as construit là-dessus. Viens faire la déclaration complémentaire pour dire, ah, j'ai construit sur mon terrain. Ils vont changer. Au niveau de la modification de la valeur vénale et la valeur locative, autant pour moi, c'est au niveau des loyers. Peut-être que tu as mis ta maison en location, c'était 50 000, après tu as mis 20 000 dessus, tu as mis 70 000. Il faut venir déclarer que tu as mis 20 000 dessus, que tu as 70 000. Modification de l'affectation de l'immeuble. Il y a d'autres, ils construisent leur maison, eux-mêmes ils dorment dedans, ils déclarent qu'ils dorment dedans.
5 ans après, soit ils veulent mettre la maison en location, ou bien ils veulent transformer ça en hôtel ou résidence meublée. Il faut venir déclarer ça. Cession de l'immeuble. Oui, si tu as vendu ton immeuble là, il faut venir déclarer. Toi-même, le propriétaire, tu as vendu. Viens signifier cela aux impôts pour ne pas que les impôts maintenant viennent à ton nom. Fais une copie de l'acte de cession, puis tu viens donner ça aux impôts pour que les gens modifient vite, vite. Sinon, les années qui vont suivre là, ça sera toujours en ton nom parce que ce qu'on voit constamment, ou généralement, c'est que les acquéreurs là, ils viennent pas vite pour déclarer, pour venir faire la mutation. Et des fois, ça pèse sur les anciens acquéreurs. Changement du redevable de l'impôt. Voilà. Ici, peut-être que c'est le papa lui-même qui payait. Il a décidé de mettre le bien au nom de ses. Il a décidé de partager. Il donne un bien A à son premier fils, un bien B à son deuxième fils. Il doit venir signifier que, à compter d'aujourd'hui, ce sont mes enfants-là qui ont leur nom sur, avec l'acte, peut-être d'abandon de droit ou bien de legs pour pouvoir, pour qu'on puisse changer ça aux impôts là-bas. Donc, ainsi prend fin notre formation au niveau de l'explication de certains tests fiscaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vous prie de liker si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner et de partager.